Ils veulent nous voler notre Noël, ils veulent enchaîner nos étoiles, ils veulent transformer le plus grand spectacle du continent en une simple variable d'ajustement comptable. Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vous retrouver pour ce moment de vérité. Installez-vous confortablement, prenez votre café, car ce qui se joue aujourd'hui dans les coulisses du football africain n'est rien de moins qu'une tragédie shakespearienne. Nous sommes au cœur du mois de décembre 2025. Le Maroc brille de mille feux pour accueillir la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais derrière les sourires de façade et le prestige du complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, une guerre totale a éclaté entre la CAF et la FIFA. C'est une véritable masterclass de cynisme à laquelle nous assistons. Imaginez un instant. Pour la première fois en 68 ans d'histoire, la CAN s'est installée en plein cœur des fêtes de fin d'année, du 21 décembre au 18 janvier. Pourquoi un tel séisme? Parce que la FIFA a décidé d'étendre son nouveau mondial des clubs à 32 équipes l'été dernier, poussant le calendrier africain dans ses retranchements les plus obscurs pour éviter tout chevauchement. On parle ici de l'institution, celle qui devrait protéger le jeu, mais qui semble aujourd'hui agir comme un comptable impitoyable face à la passion d'un peuple. Le chiffre qui doit résonner dans votre esprit aujourd'hui est celui-ci, 15 décembre. Laissez ce nombre s'installer, c'est la date officielle à laquelle les clubs européens ont enfin accepté de libérer nos internationaux. 15 décembre pour un match d'ouverture, le 21 décembre entre le Maroc et les Comores. Vous vous rendez compte ? 6 petits jours de préparation. C'est une disaster class absolue en termes de gestion sportive. Comment voulez-vous qu'un sélectionneur comme Emer Sefahé ou Walid Regragui puisse construire un bloc homogène, travailler ses transitions ou peaufiner un système de jeu en moins d'une semaine? C'est une insulte au talent, c'est un mépris total pour la grinta de nos joueurs qui arrivent épuisés par les cadences infernales du vieux continent. Et parlons-en de ces joueurs, parlons de ces otages de luxe. On ne parle pas de figurants, on parle de joueurs top tier, de l'élite mondiale. Salah, Hakimi, Guirassy, des centaines de millions d'euros sur le marché des transferts, retenus jusqu'à la dernière seconde par des clubs qui voient d'un très mauvais œil cette hémorragie en pleine période de Boxing Day. La pression médiatique est colossale. L'ego des grands clubs européens se heurte violemment à la souveraineté de l'Afrique. On nous explique que l'Europe est le centre du monde, que ces championnats sont au-dessus de tout, mais la CAN, c'est l'âme, c'est l'émotion pure, c'est l'histoire d'un drapeau que l'on porte avec fierté. C'est une lutte de pouvoir fascinante et sombre. D'un côté, Gianni Infantino qui a déjà suggéré de rendre la CAN quadriennale, comme pour l'effacer un peu plus du paysage global. De l'autre, Patrice Motsepe et les fédérations africaines qui tentent de sauver les meubles face à une FIFA qui semble considérer le football africain comme une simple variable d'ajustement. Est-ce que la cupidité a fini par tuer le rêve? Est-ce que le foot business a définitivement pris le dessus sur la magie du terrain? Le vestiaire africain est en ébullition. Les coachs comme Tom Saintfiet ne mâchent plus leurs mots et dénoncent un manque de respect flagrant. Mais attention, car au-delà de cette guerre de date, au-delà des chiffres et des millions, il y a la tactique, il y a la vérité du rectangle vert qui va bientôt parler dans les stades de Casablanca, de Fès et de Tanger. Car même avec seulement 6 jours de préparation, le génie africain est prêt à exploser et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mesdames, messieurs, quel régal de vous retrouver pour cette deuxième partie. Installez-vous bien, car nous allons maintenant plonger dans les coulisses tactiques et les tensions de vestiaire qui font de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 un véritable thriller géopolitique. Écoutez bien ce chiffre, il doit résonner dans votre esprit. 7 jours. C'est le temps dérisoire que la FIFA a finalement accordé aux sélections pour se préparer. En sabrant de moitié la période de libération obligatoire, autrefois fixée à 14 jours, pour la réduire à une semaine seulement avant le coup d'envoi du 21 décembre à Rabat, l'instance mondiale a signé ce que je n'hésite pas à appeler une véritable disaster class pour l'intégrité sportive du continent. Regardez ce qui se passe à Manchester ou à Naples. On ne parle pas de simples joueurs, on parle de pièces maîtresses, de l'élite, du top tiers mondial. Prenez le cas de Brian Mbeumo, le joyau des Lions indomptables. Transféré à Manchester United où il est devenu le meilleur buteur du club cette saison, il est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer shakespearien. D'un côté, l'institution mancunienne qui voit son attaque décimée en plein Boxing Day et de l'autre, le cri du cœur d'une nation, le Cameroun, qui réclame son génie pour aller chercher une 6e étoile. C'est là que l'archétype de la machine contre l'artiste prend tout son sens.
L'Europe veut des robots capables d'enchaîner 60 matchs par an pour nourrir les stats et le foot business, mais l'Afrique, elle, revendique l'âme du jeu, l'imprévisibilité et la magie. Mais attention, car au-delà de l'émotion, il y a la froide réalité du terrain. Comment voulez-vous qu'un sélectionneur mette en place un bloc bas efficace ou des transitions rapides avec des joueurs qui arrivent au camp de base le 15 décembre pour un premier match le 21 ? C'est une insulte à la science tactique. Le vestiaire est sous haute tension car les joueurs portent un poids du maillot immense, coincé entre la loyauté envers leur employeur millionnaire et l'amour viscéral de leur drapeau. La santé mentale de nos stars est mise à rude épreuve par cette pression médiatique incessante et ce calendrier qui semble avoir été conçu pour les épuiser. Voyez-vous, c'est une tragédie qui se joue sous nos yeux. Des clubs comme Liverpool, Manchester City ou le Bayern Munich crient au loup parce qu'ils perdent leur cadre au moment le plus dense de la saison. Mais qui paye le prix fort ? C'est le spectacle, c'est le football qu'on aime. On nous prive de matchs amicaux de préparation. On nous prive de la montée en puissance physique nécessaire pour éviter les blessures. C'est une bataille où l'argent semble vouloir tuer la passion. Les montants des clauses libératoires et les salaires mirobolants servent d'argument pour faire de nos joueurs des otages de luxe, retenus jusqu'à la dernière seconde par une Europe qui refuse de lâcher son emprise sur le Graal africain. Et pourtant, malgré ce chaos, malgré ce manque de respect flagrant pour l'histoire du football africain, la magie opère déjà dans les rues de Casablanca et de Tanger. Parce que le talent pur, celui d'un Salah, d'un Hakimi ou d'un Zambo Anguissa, ne se commande pas par des directives de Zurich. Mais une question brûlante demeure et elle va nous amener au cœur de notre prochaine étape. Comment le Maroc, pays hôte, gère-t-il cette pression immense tout en essayant de protéger ses propres stars de cette guerre des calendriers ? Car au-delà des bureaux feutrés de la FIFA, c'est un peuple entier qui attend une masterclass sur ses propres terres. Mesdames, messieurs, restez avec moi car on entre dans la zone rouge de cette épopée. Vous pensez que cette situation de crise profite uniquement aux grands noms de l'Europe ? Vous vous trompez radicalement. Ce que nous observons ici, sous nos yeux ébahis, c'est le choc frontal, brutal et fascinant entre l'argent et la passion. On parle de montants qui donnent le tournis, des sommes qui dépassent l'entendement. 200 millions d'euros pour un seul transfert. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, laissez-le infuser votre réflexion. C'est le prix de l'aliénation de nos génies, car l'audience occidentale est fascinée par ces records financiers, mais elle oublie trop souvent l'homme qui palpite derrière le contrat. La question est désormais sur toutes les lèvres. Elle brûle les cœurs des supporters. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve africain ? Les institutions européennes ne voient plus des athlètes ou des fils d'une nation. Elles voient des actifs financiers qu'il faut verrouiller dans un coffre-fort. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue, une lutte de pouvoir pour le contrôle total de l'âme du jeu. D'un côté, nous avons la machine, celle que la FIFA veut nous imposer à travers ses algorithmes et ses calendriers surchargés, des joueurs robots comme Erling Haaland, formatés pour les statistiques pures et la performance froide. De l'autre, nous avons l'artiste, le Vinicius, le Salah, le génie pur capable de transformer un match terne en une œuvre d'art par un simple coup de rein. Mais à force de tirer sur la corde, je vous le demande, le football ne perd-il pas son âme au profit des colonnes Excel et des rapports de rentabilité ? C'est précisément là que le récit de David contre Goliath entre en scène avec une force inouïe. Dans ce tournoi bousculé où la préparation tactique est réduite à peau de chagrin par le manque de respect des instances, la beauté du sport s'apprête à défier frontalement le foot business. Pendant que les stars du top tier arrivent avec les jambes lourdes, le souffle court et l'esprit pollué par les exigences de leurs employeurs millionnaires, les nations dites sous-estimées préparent une masterclass de grinta dans l'ombre. Car voyez-vous, le petit club, la nation qu'on n'attend pas, celle qui n'a pas de joueurs à 100 millions d'euros, elle n'a pas peur de la blessure qui ferait chuter sa valeur au prochain mercato, elle n'a que son drapeau, elle n'a que sa fin de victoire, elle n'a que cette rage de prouver qu'elle existe. Regardez nos Lions indomptables. Vous croyez tout savoir sur leur état de forme et leur préparation ? Détrompez-vous. Vous êtes loin du compte. Le vestiaire est en ébullition. C'est une cocotte minute prête à exploser. C'est là que se joue la vérité du terrain, loin des caméras et des discours policés. Si les cadres arrivent avec le poids du maillot et la pression médiatique étouffante de l'Europe, les jeunes loups
Eux voient dans ce chaos une opportunité historique de briller. Ils ne veulent pas finir comme ces héros déchus, ces Pogba ou ces Neymar qui avaient tout, l'argent, la gloire et le talent, mais qui ont tout gâché par orgueil ou par un entourage incapable de protéger leur génie. Le public occidental adore juger le gâchis de talent. Il se délecte de la chute des idoles, mais ici, sur le sol marocain, personne n'a le droit à l'erreur. Tactiquement, mes amis, c'est un régal absolu pour l'analyste. Comment maintenir un bloc haut cohérent ou assurer une transition rapide quand vos joueurs n'ont eu que quelques heures pour s'entraîner ensemble? On risque de voir des disaster class mémorables si les sélectionneurs ne se transforment pas en véritables magiciens de l'urgence. Mais c'est aussi le terrain idéal pour être clutch, pour que l'inconnu, le joueur que personne n'attendait, explose à la face du monde et devienne le nouveau héros de tout un continent. Est-ce que l'argent va finir par gagner cette guerre d'usure? Est-ce que l'institution Real Madrid ou les géants de la Premier League vont continuer de dicter leurs lois au football africain? Ou est-ce que la passion pure, celle qui ne s'achète pas, va reprendre ses droits dans le chaudron bouillonnant de Casablanca? La tension est à son comble. Le suspense est insoutenable et vous allez voir que la suite de notre récit nous réserve des révélations encore plus sombres sur les coulisses de ce Noël volé. Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour ce 4e chapitre. On entre maintenant dans le vif du sujet, là où la diplomatie s'efface pour laisser place à la guerre froide du ballon rond. Vous entendez ce silence? C'est celui des bureaux de Zurich où l'on décide du destin de tout un continent entre deux cafés. Nous parlons d'une véritable trahison, d'une disaster class diplomatique qui met en péril l'intégrité même du football africain. Gianni Infantino, l'homme qui se veut le garant de l'universalité du jeu, est aujourd'hui le visage d'une institution qui semble vouloir transformer la CAN en une simple variable d'ajustement. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, 2025, l'année où le calendrier a craqué. Pourquoi? Parce que la FIFA a privilégié le profit immédiat de son mondial des clubs élargi au détriment de l'histoire et de la passion d'un peuple. C'est le triomphe de la machine sur l'artiste, du foot business sur la magie pure. On nous parle de développement, mais on traite nos sélections comme des invités de seconde zone, forcés de se contenter des miettes d'un calendrier saturé. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue non pas à Manchester, mais dans les hautes instances du pouvoir sportif. Vous pensez que les clubs européens sont les seuls coupables? Vous vous trompez. Ils ne sont que les instruments d'un système qui privilégie l'Europe et ses intérêts financiers. Quand un club comme le Real Madrid ou le Bayern Munich hésite à libérer ses joueurs, il invoque l'institution, le poids du maillot, le respect des contrats. Mais où est le respect pour le drapeau? Où est la place pour le prime d'un joueur qui rêve de soulever le trophée continental? On assiste à une tentative de hold-up sur les talents africains, transformés en otages d'une querelle qui les dépasse. Tactiquement, mes amis, c'est un séisme. Comment un entraîneur peut-il exiger une masterclass de ses joueurs quand ils arrivent physiquement et mentalement épuisés par cette lutte de pouvoir? La santé mentale des joueurs, c'est le sujet brûlant, celui que personne ne veut vraiment aborder dans les loges VIP, mais qui ravage les vestiaires. Le poids de la décision, le tiraillement entre le club qui paye le salaire et la patrie qui demande l'héroïsme, c'est une pression médiatique et psychologique insupportable. C'est ici que l'archétype de l'argent contre la passion prend toute sa dimension dramatique. La cupidité a-t-elle tué le rêve? On veut nous faire croire que le football africain doit s'adapter, se plier, se soumettre. Mais la grinta africaine, ce génie qui refuse les chaînes, est en train de se réveiller. Le vestiaire des nations est en train de se souder face à cette adversité. Ce n'est plus seulement une question de tactique, de bloc bas ou de transition rapide, c'est une question d'honneur. Et c'est là, au cœur de cette tourmente, que surgit la figure de l'underdog, de celui que Goliath pense avoir déjà vaincu par la paperasse et les dates imposées. Car plus on essaie d'étouffer cette canne, plus la flamme de la révolte brille dans les yeux de nos joueurs. Ils veulent être clutch, ils veulent prouver que même blessés, même fatigués, même méprisés, ils restent les rois du terrain. Mais attention, car au-delà des mots, au-delà de la colère, il y a des décisions qui vont changer le visage du football mondial à jamais. Est-ce que la CAF aura le courage de tenir tête à la FIFA? Est-ce que les joueurs oseront la rébellion contre leur club pour honorer leur terre? Nous allons plonger dans les secrets de cette résistance lors de notre prochaine étape, car l'histoire ne fait que commencer. La tactique de la révolte, quand David défie le Goliath financier.
Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vous retrouver pour cette 5e étape de notre voyage au cœur de la passion. On s'installe, on reste concentré, car ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le moment où le terrain reprend ses droits sur les chiffres, où le génie pur défie la froideur des algorithmes. Nous sommes au cœur du réacteur, là où la tactique devient une arme de résistance. Vous le savez, le football moderne est devenu une machine à broyer les émotions, une industrie où l'on préfère parfois les stats à la magie. Mais attention, car au Maroc, pendant que les bureaux de la FIFA tremblent sous le poids de leurs propres contradictions, un autre récit est en train de s'écrire. C'est l'archétype éternel de David contre Goliath. D'un côté, le foot business avec ses clauses libératoires à 9 chiffres, ses salaires qui donnent le vertige et ses institutions européennes qui pensent tout régenté par l'argent. De l'autre, la beauté brute du sport, l'underdog qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Le duel des mondes, performance versus passion, le foot business, Goliath. Le football du peuple, David. Priorité, rentabilité et statistiques, priorité, émotion et fierté nationale, outil, la machine, le robot, type Haaland, outil, l'artiste, le génie, type Messi Vinicius, moteur, l'argent et le mercato moteur, la grinta et le drapeau. Vision, la CN comme une gêne calendaire. Vision, la CN comme le Graal absolu. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à ciel ouvert. On veut nous faire croire que le talent se mesure en millions, mais sur le terrain, c'est l'âme qui fait la différence entre un bon joueur et une légende. Est-ce que le football perd son âme? C'est la question que je vous pose à vous qui nous regardez. Vous pensez connaître l'histoire de cette CAN 2025? Vous vous trompez. La véritable masterclass ne viendra peut-être pas de l'équipe la plus chère sur le papier, mais de celle qui saura transformer ce chaos organisationnel en un moteur de survie. Regardez ces sélectionneurs africains, ces magiciens du tableau noir. Ils doivent composer avec des joueurs qui arrivent épuisés, dont la santé mentale est parfois au bord de la rupture à cause de la pression médiatique incessante en Europe. Ils doivent gérer des égos démesurés et des vestiaires en ébullition où le poids du maillot pèse parfois des tonnes. Mais c'est là, dans cette adversité, que naissent les moments clutch, ces instants de grâce où un joueur inconnu explose à la face du monde et devient un héros national. Nous avons vu trop de héros déchus, des talents immenses comme Pogba ou Neymar, qui avaient tout pour régner, mais qui ont parfois vu leur prime s'évaporer par orgueil ou par un entourage qui n'a pas su protéger le feu sacré. Le public adore juger le gâchis de talent, mais cette année au Maroc, nos joueurs ont une chance unique de prouver que l'artiste peut encore vaincre la machine. Il ne s'agit plus seulement de gagner un match, il s'agit de sauver l'institution du football africain. On ne parle pas ici d'une simple compétition, on parle de l'Europe, du Graal, de la reconnaissance mondiale. La tension est à son comble, les transitions rapides s'organisent dans l'ombre et chaque bloc bas devient une forteresse de dignité. Mais alors que le tournoi avance, une ombre plane encore, car si David peut battre Goliath sur le terrain, qu'en est-il dans les coulisses du pouvoir ? C'est ce que nous allons découvrir dans l'ultime chapitre de cette saga, où nous verrons si la passion peut enfin terrasser la cupidité. Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vous retrouver pour ce dénouement final, ce 6e acte d'une épopée qui aura marqué l'histoire du football africain à jamais. Nous y sommes. Les lumières de Casablanca scintillent, les cœurs battent à l'unisson dans les gradins du complexe Mohamed Sak et la poussière retombe enfin sur les polémiques de calendrier pour laisser place à la légende pure. C'est le moment de vérité, celui où les hommes deviennent des dieux du stade, celui où l'institution ne tremble plus face aux pressions extérieures. Car au-delà des chiffres, au-delà des 200 millions d'euros qui s'agitent sur le marché, il ne reste que le rectangle vert et la vérité d'un peuple. Regardez ce spectacle, mes amis. C'est une masterclass de résilience que nous venons de vivre. Malgré une préparation tronquée de 7 jours, malgré le mépris de certains clubs européens, malgré ce Noël volé par les calculs de la FIFA, le football africain a répondu par le génie. Nous avons vu des artistes transformer la souffrance en poésie. Nous avons vu des joueurs atteindre leur prime sous une pression médiatique que peu auraient pu supporter. C'est ici que l'archétype de la machine contre l'artiste s'est brisé. La machine européenne, froide et statistique, a dû s'incliner devant l'âme et la grinta du continent. Rappelez-vous ces moments clutch, ces instants suspendus où le destin d'une nation a basculé sur un geste, une intuition, un cri du cœur. On nous parlait de disaster class tactique à cause du manque de temps. On nous prédisait un tournoi au rabais. Mais quelle erreur de jugement!
Le public occidental, si prompt à juger le gâchis de talent des héros déchus, a dû se rendre à l'évidence. Le talent africain est inépuisable. Il est plus fort que les agendas et les contrats. L'institution du football africain sort grandie de cette épreuve de force. Elle a prouvé que son Graal, sa Coupe des Nations, est au-dessus de tout le reste. Mais alors que nous célébrons ce sacre, que nous voyons nos lions soulever le trophée dans une ferveur qui dépasse l'entendement, n'oublions pas les leçons de cette tragédie shakespearienne. Le vestiaire a parlé, les joueurs ont montré que leur santé mentale et leur amour du drapeau étaient plus précieux que les promesses d'un mercato agité. La cupidité n'a pas tué le rêve, elle l'a seulement rendu plus difficile à atteindre et donc plus savoureux une fois conquis. C'est une victoire de l'humain sur le robot, de la passion sur le profit. Vous qui nous avez suivis tout au long de cette analyse, vous qui vibrez pour ce football qu'on aime, je vous pose la question, les yeux dans les yeux. Après avoir vu ces guerriers se battre contre vent et marée, après avoir vu l'élite du football mondial contrainte à l'exploit permanent, quel est votre verdict ? Pensez-vous que cette CAN 2025 marquera le début d'une nouvelle ère de respect total pour le calendrier africain ou craignez-vous que le foot business ne revienne à la charge pour tenter une fois de plus de dompter l'indomptable ? Le débat est ouvert et je lirai chacun de vos commentaires avec la passion qui nous anime. Quel régal d'avoir partagé ce moment de vérité avec vous. N'oubliez pas, le football n'est pas qu'une affaire de stats. C'est l'histoire d'une vie, d'un drapeau, d'une émotion pure. On se retrouve très vite pour de nouvelles épopées, car ici, la flamme ne s'éteint jamais. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais de faire vibrer le jeu.